Bonjour mesdames et messieurs, on dit qu'il est 2 heures et qu'on commence pour profiter au maximum de la présence de Frédéric Pajac. Merci Frédéric de venir nous parler de ton atelier, on va y revenir, c'est le titre, hein, dans l'atelier de Frédéric Pajac. Le 10 décembre, Frédéric Pajac aura 65 ans, ce qui m'a beaucoup étonné quand j'ai vu ça dans Wikipédia. J'ai cru qu'il y avait une erreur. Je le vois toujours comme un jeune homme. C'est pas la première de Wikipédia d'ailleurs. Pardon? C'est pas la première erreur. Non. Il a fait beaucoup de choses, il a travaillé, il a voyagé, il a lancé des revues dont L'Imbécile de Paris. Il est écrivain, dessinateur, directeur de la collection Les Cahiers dessinés chez Buchet-Chastel, dont je salue l'éditrice. C'est plus une collection, c'est une maison d'édition depuis à part entière. Il est directeur de la maison d'édition? Non. Directeur oui, artistique. je suis directeur éditorial. Voilà. Mes félicitations pour cette belle promotion. En effet. Mais d'abord, il est fils de Jacques Pajac, peintre mort à 35 ans sur la route. Et s'il nous ouvre son atelier aujourd'hui, c'est un endroit d'où sont sortis son premier roman, Le Bon Larron. Quand tu l'as vu une fois chez moi, tu as dit « Ah, tu as encore cette vieillerie ». Et ça m'a surpris parce que tu n'étais pas si vieux. Qui est une vieillerie de jeunesse, puisque en fait, je l'ai écrit à 20 ans. Voilà. Il est sorti en 1987. 20 ans plus tard, La guerre sexuelle chez Gallimard. Mais le texte pur n'est pas vraiment son truc. En 1997, il allie l'image au texte dans un premier objet qui préfigure la suite, c'est Martin Luther, l'inventeur de la solitude. Et la solitude, c'est un thème qui revient constamment chez Pajac. C'est avec l'immense solitude, en 1999, que se fixe plus ou moins la forme Pajac. Tu me diras si j'ai tort. Il faut lire ensemble texte et l'image, et le prix Michel Dantan le consacre. Après ça, il a eu plein d'autres prix. On va y revenir. Viennent ensuite Chagrin d'amour sur Apollinaire, toute une série de livres sur James Joyce, Nietzsche, Schopenhauer, 12 livres de 2000 à 2012. C'est un bon rythme. Pajac recevra encore plein de prix. Le prix Paul Féval de littérature populaire pour Mélancolie, le prix de la Fondation vaudoise pour la culture, le prix du rayonnement, le prix suisse de littérature, le Médicis de l'essai et le Goncourt de la biographie pour 2 volumes du Manifeste incertain, car ce Manifeste incertain, c'est un fameux livre en principe sans fin qui est jailli en 2012, c'est juste, un volume par année jusqu'à 2020. Et là, Pajac s'arrête, ce volume 9, ici, est le dernier. Il y est question de Pessoa, il est question de Pajac, qui nous fait donc le plaisir de nous faire entrer dans un atelier qui, en réalité, n'existe pas. Tu n'as pas d'atelier. Non. Comment est-ce que tu travailles? Enfin, maintenant, j'ai une pièce où je peux travailler, mais pendant longtemps, j'ai travaillé dans les cafés, j'ai travaillé dans ma cuisine. J'ai jamais eu de grand appartement, en fait, et donc je faisais un peu de place dans la cuisine, et puis et je travaillais là. Alors, ce manifeste incertain, quelle est l'idée du manifeste incertain? Pourquoi est-ce que tu te consacres pendant 10 ans à des vaincus magnifiques et des poètes et des peintres que le conformisme du marché dédaigne encore, comme tu l'as dit? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut manifester l'incertitude? Il y a plusieurs questions, là. Ah, il y en a toute une série. J'en ai encore d'autres après. Bon, j'ai souvent dit, le manifeste incertain, je crois que j'avais 18 ans à peu près quand je travaillais dans les trains, dans les wagons-lits internationaux, et à cette époque, j'allais souvent à Rome, à peu près tous les 3 jours, et puis l'Italie était ce qu'on appelle, connaissait les années de plomb, c'est-à-dire le terrorisme, le début du terrorisme, et de gauche, et d'extrême gauche et d'extrême droite, et donc on était vraiment pris en étau dans les idéologies les plus aveugles. Et au fond, j'ai eu ce mot, cet oxymore, manifeste incertain, comme j'ai eu envie de faire quelque chose qui s'appellerait un jour manifeste incertain. Et puis, mais je ne savais pas quoi, en fait. Je cherchais une forme. J'ai longtemps cherché une forme. Mais à cette époque, quand tu as eu cette idée, tu écrivais déjà? Un petit peu, mais
au fond, j'ai jamais voulu être ni écrivain ni dessinateur. Donc, moi, je voulais faire de la peinture. Mais c'est vrai que j'étais très concerné par tous mes amis étaient gauchistes, donc je ne l'étais pas. Toi, tu étais anarchiste. Moi, j'étais plutôt anarchiste, oui. On te classait anarchiste de droite, mais c'est pas juste. Non, moi, je suis plutôt un anarchiste proche des expériences de la Catalogne, c'est-à-dire des expériences populaires. Moi, je suis contre l'anarchisme violent et tout ça, les poseurs de bombes, la bande à Bono, tout ça. Pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Ça, c'est pas du tout ça l'anarchie. L'anarchie, c'est vraiment une organisation sans État. Enfin, je suis même pas contre l'État, à vrai dire. Mais c'est une autre organisation. C'est un monde plus horizontal que vertical, et donc, mais qui a existé et qui a existé de façon exemplaire, je dirais, en Catalogne en 36-37, et qui a été réprimé sévèrement et par les communistes et par les fascistes. Et par les démocrates, dans le fond, puisque les démocrates n'ont pas voulu fournir des armes aux républicains espagnols et aux anarchistes pour se défendre contre le fascisme. Et au fond, ça j'en ai parlé dans le Manifeste incertain, je crois que c'est dans le 2 ou le 3, où je parle de Élie Faure, et Élie Faure qui a connu Léon Blum à l'école. Ils ont fait leur classe ensemble, et donc il lui a écrit. Élie Faure, je rappelle qui c'est l'auteur de la grande histoire de l'art, et qui s'est engagé auprès des républicains espagnols. On l'appelait le vieux parce il est mort un an après, en fait. Et c'est un auteur que j'aime énormément, qui est un auteur lyrique, qui a une vision tout à fait lyrique de l'histoire de l'art. Mais bon, c'est un des premiers grands corpus sur l'histoire de l'art, et sur l'histoire de l'art subjective et personnelle, enfin personnelle, quoi. Et donc, Élie Faure avait écrit une lettre à Léon Blum en lui disant: si vous abandonnez si vous ne fournissez pas des armes aux républicains espagnols, ce sera le fascisme dans toute l'Europe. Et il dit ça en 1936. Donc j'ai cité cette lettre dans le Manifeste incertain parce que pour moi, c'est une des lettres, c'est un des auteurs les plus prémonitoires que j'ai pu lire, quoi. Et plus que Orwell, tous ces gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Enfin, mais c'était pas très connu, cette lettre d'Élie Faure, quoi. Donc tu es dans les trains. Oui. Les couchettes, voilà. Tu penses au Manifeste incertain, mais tu ne sais pas encore ce que ce sera. Voilà. À ce moment-là, tu veux être peintre et ni dessinateur ni écrivain. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes dessinateur, écrivain, moins que peintre? Mes copains avaient lancé un journal. Moins peintre, je veux dire. Moi, j'étais aux Beaux-Arts de Lausanne, et puis mes copains avaient lancé un journal qui s'appelait Zéro de conduite, qui était un journal contre l'école, etc., contre l'armée, contre tout ça. Et Zéro de conduite et ils m'ont demandé de faire des dessins. Mais moi, j'étais étranger à l'époque. Moi, je suis devenu suisse, mais à l'époque, j'étais étranger. Donc, je n'avais pas le droit de signer mes dessins, quoi. Et ces dessins... Comme Français, tu n'avais pas le droit de signer? Ben, c'était un journal qui avait été interdit par un arrêté, pas fédéral, mais je ne sais plus quoi, cantonal. Voilà. Donc, il avait été interdit à la distribution parce que c'était un journal qui amenait les étudiants les élèves à faire la grève, etc. C'était un journal très folklorique, tout ça. Enfin, le Canard enchaîné, on avait quand même parlé. Vous étiez des séditieux. Voilà, on était des jeunes révoltés, comme tous les jeunes. Et puis, donc moi j'ai dessiné, là j'ai fait des dessins politiques, et après j'ai fait un livre contre l'armée qui s'appelait Engagez-vous, mais j'avais, je crois, 17 ans. Donc, et ce livre a été interdit en France, et a failli être, je l'ai appris hier soir, qu'il a failli être interdit en Suisse aussi. Donc c'était un livre, on était des gamins, quoi. On était trois, on avait 17-18 ans, et on a quand même fait le livre, on l'a imprimé, on l'a distribué, etc. Et donc, au fond, je me suis égaré dans le dessin de presse, et c'était pas ma vocation, en fait. C'est pas ce que je recherchais, du moins. J'avais de la facilité à faire ça, puis en même temps, je pense pas que j'étais un très bon dessinateur de presse. Donc, voilà, après, je cherchais une autre forme. Je voulais pas faire de la bande dessinée, parce que je me voyais pas redessiner la même tête d'un héros, de case en case, etc., faire des pages avec des cases, ça me semblait tellement fastidieux. Et puis, il y a une chose que j'ai jamais aimée dans la bande dessinée, c'est que, pour moi, c'est du dialogue, donc quelque chose de théâtral,
enfin proche de l'écriture théâtrale. Et je pense que la bande dessinée n'a eu ni son Shakespeare ni son Beckett. Et donc j'ai trouvé que c'était quelque chose qui restait à un niveau. Alors c'est vrai, quand on est enfant, moi j'aime beaucoup la bande dessinée. Quand j'étais enfant, j'adorais ça, même à l'adolescence. Mais j'ai toujours de la peine quand je vois un garçon de 50 ans ou de 55 ans se relire pour la 10e fois le même Tintin au Congo. Ça me laisse un peu sans voix. On en connaît pourtant. Oui, on en connaît. Tu avais une idée de l'art qui était assez particulière à ce moment-là, quand tu es entré aux Beaux-Arts. Oui. C'est difficile à dire. Bon, je commençais à découvrir... Moi, j'étais fils de peintre, donc j'avais chez ma mère, il y avait 2-3 000 livres sur la peinture, sur l'art, donc j'avais une certaine culture. Puis en même temps, je connaissais pas ce qui se faisait. Je commençais à découvrir ce qu'on appelait l'art contemporain. Mais je rêvais d'autres choses, en fait. Ça m'a jamais satisfait, cet art contemporain. Tu rêvais, mais tu sais de quoi tu rêvais ou c'était flou? Ben, je rêvais de quelque chose d'un art total, en fait. Mais mon père était comme ça aussi. Mon père, il faisait tout. Il fabriquait ses propres meubles. Il faisait de la céramique. On mangeait dans ses assiettes. On buvait des chopes de bière dessinées par lui. C'était alsacien. Et donc on vivait dans son univers, en fait. Et lui, il faisait de l'architecture. Il était passionné de physique. Pour lui, tout était. Il faisait partie de ces gens des 30 Glorieuses, de l'après-guerre, voilà, il a eu cette soif de tout connaître, de mélanger. Il a fait des opéras, il a fait plein de choses, du cinéma, bon, il est mort à 35 ans, mais il a eu le temps de faire énormément de choses, et d'écrire aussi. Donc cette idée de l'art total, je pense que c'est pas moi qui l'ai trouvée tout seul, je pense qu'elle m'était déjà... tu es né dedans. Je suis né dedans, oui, quelque part, oui. Et tu l'as transposé dans la littérature? Parce que quand on lit... Bon, j'ai pas lu c'est 3000 pages. Hein. Quoi, le manifeste? Ouais. Non, peut-être pas autant. 2000? Un peu plus de 2000, je pense. C'est combien? 2500. 2500, bon, je n'étais pas très loin. Ouais. 500 près. Ouais. J'ai pas tout lu, mais ouais. Il y a une espèce de voracité de tout savoir et tout embrasser qui me fait penser à un art total, mais en littérature. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est un art total. Je dirais simplement que, comme j'écris pas de romans, ou en tout cas plus, et puis que tu en as écrit quand même. Ouais, j'en ai écrit 2, mais ce furent des erreurs. Dans cette forme qu'est le manifeste incertain, c'est-à-dire ce mélange de dessin et de texte, je dis souvent que ces deux langages sont hostiles, sont irréconciliables, et il y a une tension entre ces deux. Il y a une tension, et ça oblige, et dans l'écriture et dans le dessin, en tout cas je m'oblige plutôt, dans le texte, à ne pas écrire sous une forme, par exemple, purement narrative, ou purement biographique, ou purement autobiographique, mais je m'autorise toutes les formes possibles, y compris le mirliton. Et j'ai pas peur de faire mirliton, parce que je vois pas pourquoi le mirliton serait démodé, finalement. Ou déprécié. Je raisonne pas comme ça. Je raisonne pas du tout comme ça. Et dans le dessin, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans chaque manifeste, je me suis dit, je vais essayer de dessiner quelque chose que j'ai jamais dessiné et qui me paraît difficile à dessiner. Par exemple, je crois que c'est le 7, il y a sur Tsvetaeva et surtout sur Emily Dickinson, j'ai décidé de représenter l'univers de Emily Dickinson avec des abeilles, parce qu'il y avait les abeilles chez elle.
Et les abeilles, je me suis dit, c'est très difficile à dessiner en noir-blanc, parce qu'évidemment, si c'est en jaune et noir, on comprend tout de suite que c'est une abeille. On peut faire juste une esquisse, on a compris que c'est une abeille. Mais en noir et blanc, c'est beaucoup plus compliqué. Et de dessiner des abeilles sur toutes leurs dimensions, c'est-à-dire quand elles sont dans une ruche, quand elles sont par centaines, ou en très gros plans. Donc je me suis obligé à faire ça, et je m'oblige dans tous les livres. Là, par exemple, le dernier, je me suis obligé à dessiner le désert, et j'ai essayé de dessiner un désert qui n'est pas le désert de dunes, mais qui a le désert du Hogar, de la montagne, du minéral. J'ai essayé de dessiner comme si je dessinais finalement les tours d'Aï ou les tours de Mayan, quoi. Alors, il y a plein de questions. Au début, tu dessinais avec un long nez. Il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi il servait et pourquoi est-ce qu'il était plus utile après? Au début, je dessinais avec un bec d'oiseau. Un bec, oui. Voilà, j'ai longtemps dessiné avec un bec d'oiseau. Le bec d'oiseau s'est arrondi et est devenu un nez. Oui. Et puis, en fait, quand j'ai fait L'Immense Solitude, la première version de L'Immense Solitude, tous les personnages étaient affublés d'un grand nez. Oui. Et j'ai fait à cette époque énormément de promotions à la télévision, à la radio, dans les journaux, etc. Enfin, ça a été un raz-de-marée. Et on me posait toujours cette question. Pourquoi ces grands nez? Oui. Et en fait, j'avais aucune réponse. Et un jour, je me rappelle, ça faisait la 100e fois qu'on me posait la même question. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais je vais arrêter. Tu as décidé là d'arrêter. Et là, j'ai décidé d'arrêter, et j'ai arrêté. Et j'ai même redessiné la nouvelle version de L'Immense Solitude, où j'ai supprimé tous les nez. J'ai refait 87 dessins sans les nez. Juste parce qu'on ne me pose plus cette question. Pour qu'on arrête avec ça. Je suis content d'avoir posé une dernière fois, parce que comme c'est le dernier manifeste, c'était le dernier moment pour la poser. À la page 108, après tu nous liras un petit bout de la page 109, mais à la page 108, tu dis, à propos des beaux-arts, j'avais recherché le déplaisir, plus tard je m'empêcherai tout délassement, toute satisfaction immédiate pour me confronter à la restriction, la corvée, la discipline. Mais tu n'expliques pas. Je n'explique pas quoi. Pourquoi? Parce que ça a l'air un peu autopunitif comme ça. C'est autopunitif. J'ai pas choisi cette forme, dans le fond. C'est elle qui m'a choisi. Et j'ai pas choisi de faire des livres. C'est eux qui m'ont choisi. Et quand j'étais à Turin, que j'ai lu Mon Solitude, je me suis dit comment je vais pouvoir représenter cette ville. Il faut dire que moi j'ai eu un choc dans cette ville. J'avais jamais été à Turin, et quand j'ai découvert la ville, j'ai eu un choc émotionnel comme jamais dans ma vie, quoi. Et je me suis dit, je vais habiter 4 ans, enfin je n'ai pas dit 4 ans, mais je suis resté 4 ans dans les parages pour être tous les jours à Turin, pour essayer de... Alors j'ai essayé en peinture, j'ai fait pas mal de peinture, du pot, etc. Et puis je me suis dit, je pensais à Nietzsche, qui est devenu fou à Turin, à Cesare Pavese, qui s'est suicidé. Je me suis aperçu que ces deux personnages étaient orphelins de père, comme moi. Alors je me suis intéressé à la manière dont ils ont exprimé leur douleur, ou de la manière dont ils n'ont pas exprimé leur douleur, cachée ou révélée. Et donc, l'idée de peut-être faire un livre, en tout cas, voilà, tous les jours, je travaillais sur la ville et sur ses auteurs. J'ai relu tout Nietzsche, j'ai relu vraiment tout, entièrement, tout Pavese. Et je me dis, mais comment je vais représenter cette ville? Alors j'ai pensé à un film, mais je dis, mais bon, il y a des voitures partout, il y a des voitures, des enseignes et tout ça, donc je me suis dit, c'est pas possible. Et donc j'ai commencé à dessiner, puis je dis, mais je peux pas dessiner comme je dessine d'habitude. Moi j'étais un expressionniste, en fait, dans le fond, dans mon tempérament est expressionniste, donc je me suis dit, il faut que je dessine autrement. Et il faut que je dessine des perspectives, il faut que je montre les rues, il faut que je montre l'ambiance un peu triste de cette ville, un peu mélancolique. Et donc, j'ai choisi ce dessin qui est hérité de la gravure, avec des petites croix, des petits traits, etc. Donc, quelque chose de laborieux, d'extrêmement long à faire, de précis, tout le contraire de ce que je suis, en fait. Et idem pour l'écriture, c'est-à-dire que je me suis dit, il faut
il faut que je sois le plus précis possible. Il faut pas que, si je parle de Nietzsche, il n'y aura jamais de notes dans mes textes, parce que je pars du principe que le lecteur a confiance en moi et que je dois être à la hauteur de cette confiance. Donc, je ne peux pas faire une mauvaise citation ou une mauvaise interprétation. Donc, je me suis astreint à quelque chose qui est, et dans l'écriture et dans le dessin, je me suis astreint à quelque chose qui est totalement contre mon tempérament. Est-ce que tu sais pourquoi? Mais pour arriver à transmettre cette émotion qui était la solitude. Parce que dans ton tempérament, ta manière à toi, expressionniste, tu n'y parvenais pas. Mais j'arrivais pas, quand je faisais de la peinture, je faisais des grands formats, etc. J'arrivais pas à dire ce que je ressentais littérairement ou avec les mots. De la peinture, il n'y a que de la peinture, il n'y a que de la couleur, en fait. Et puis, moi, j'avais envie de dire quelque chose avec les mots. J'avais envie de... C'est vraiment Turin qui m'a marqué, qui m'a obligé à faire quelque chose, à dire quelque chose de cette ville. Je voulais dire quelque chose de cette ville. Je voulais que les Turinois apprennent quelque chose sur leur ville, ce qui était le cas, parce que quand j'ai été traduit en italien et que les Turinois m'ont fait une fête extraordinaire, et beaucoup, cette grande bourgeoisie turinoise qui parle très bien le français, etc., qui sont plutôt hautains et snobs, étaient très chaleureux et m'ont dit « mais on a appris les choses sur cette ville ». Et pour moi, c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire, c'est que je me suis tellement obligé à dire quelque chose de précis, en plus qui n'a jamais été dit, parce que personne, parmi les grands voyageurs ou les grands écrivains, que ce soit Goethe, Stendhal, etc., personne n'a jamais écrit une ligne sur Turin. C'était une ville que même les Italiens détestent. Moi, j'avais un oncle italien, napolitain, il m'a plus parlé pendant 2-3 ans quand il a appris que je faisais un livre sur Turin, parce que c'est une ville qui est en même temps la ville du mal, en même temps une ville protestante, en même temps, il y a tout ça a été une capitale, il y a plein de raisons qui ont fait que... Alors ça, c'est pour le texte, mais en image, tu t'es astreint à quelque chose qui n'était pas dans ta ligne naturelle. Ouais. Qui était difficile, même pour moi, c'était difficile à dessiner, mais en fait, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les abeilles, c'est que de faire quelque chose de difficile, par exemple, quand j'ai dessiné dans le 3e volume du manifeste, il y a un moment où Walter Benjamin va se suicider en Espagne, et avant de se suicider, il traverse les Pyrénées. Et il passe un chemin dans la montagne, et qu'il arrive à faire en deux jours, parce qu'il était malade et fatigué. Et moi, j'ai fait plusieurs fois ce chemin qu'on fait en quelques heures, en 4-5 heures, même pas, en 4 heures, je dirais. Et puis, j'ai voulu dessiner ce chemin. Donc, je crois que comme dessinateur, c'est très difficile de dessiner un chemin. Parce qu'il faut dessiner la pierre, les cailloux, les herbes, les arbres plus loin, la montagne qui se dessine. Enfin, il y a plusieurs plans, il y a le ciel, et puis finalement, j'ai dessiné, je sais pas, 30 dessins qui représentent vraiment ce chemin et qui pour moi... Alors, je réponds à la question, c'est-à-dire que c'était je me suis forcé à... Je ne suis pas arrivé du premier coup, c'était vraiment compliqué, mais je savais que c'était ça que je voulais transmettre, que c'était par ces dessins que je pouvais être au plus près de ce moment dramatique qu'a vécu Walter Benjamin, et je voulais que le lecteur comprenne physiquement ce que c'était cette épreuve. Alors, ce qui est très intriguant, c'est que tu arrives à ça plutôt que de te laisser aller à ce qui pourrait être le confort de faire de la peinture. Mais peut-être que si maintenant j'ai terminé, je me remets à la peinture, je pense que j'essaierai de peindre quelque chose que je ne sais pas peindre. D'accord. Parce que donc la difficulté est une nécessité première. Moi, je crois que si on fait les choses
trop facile. Au fond, d'abord, on se répète, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Oui, je crois vraiment à la contrainte. Je ne crois pas au plaisir, c'est ça que je veux dire. C'était ça ma question. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'en crois au plaisir. Parce que je pense que le plaisir est... Enfin, on peut le trouver ailleurs, le plaisir. Mais le plaisir dans la création, je pense que je ne crois pas que ça existe, quoi. Je crois que c'est une erreur. Mais tu as du plaisir quand tu as fini? Non. Quand tu es allé voir ton exposition à Genève, tu n'as pas eu de plaisir? L'exposition actuelle à Genève? Mais j'ai pas un bon rapport à mes dessins, moi. Avec quoi tu as un bon rapport? Avec plein de choses. Le voyage, la cuisine... Le voyage, on va en parler. Mais d'abord, tu veux bien nous lire ce passage pour rester dans l'art avant de partir en voyage? Alors, je vous rassure, c'est très court. L'art ne me semblait être qu'une échappatoire vouée aux injonctions du marché et du divertissement. Quant à l'art engagé, il se soumettait indubitablement à des dogmes, rien à voir avec les exigences de la peinture et de la sculpture. Moi, je rêvais d'être un artiste sans art. À défaut de s'accomplir, cette aspiration chimérique prit la forme d'une errance. J'ai parcouru le vaste monde, je m'y suis perdu. D'autres voyages, résolument immobiles, eurent la saveur du désordre et de la perdition, et celle d'une mélancolie salutaire. Longtemps, j'ai cherché, exploré, fouillé. Qu'ai-je trouvé? Rien de décisif. J'ai surtout jeté les fausses trouvailles, les petits arrangements, les servitudes du confort. Je n'ai pas fait la paix avec moi-même, ni la guerre non plus. J'ai caressé l'incertitude, selon ces vers ici modernisés de François Villon. Rien ne m'est sûr si ce n'est la chose incertaine, obscure seulement ce qui est tout à fait évident. Je ne doute que face à la chose certaine, et pour moi la science est fruit du hasard. Merci. Quand j'ai lu ce passage, j'ai trouvé qu'il y avait la quintessence du manifeste incertain. Mais peut-être que tu le vois autrement. Dans les vers de Villon. Oui. Oui, ben, Villon a tout dit, quoi, bien sûr. Ouais. Tu as parlé de la disparition de ton père. Tu parles dans ce livre de la disparition de ton frère. L'absence est une chose permanente dans ta vie. J'ai fait un livre qui s'appelle « J'entends des voix », que j'avais publié chez Gallimard à l'époque, qui est aussi écrit et dessiné. Et J'entends des voix, c'est vraiment la voix des morts, évidemment. C'est comment dire ça? En fait, c'est une façon de dialoguer toujours. Je pense que quand quelqu'un est disparu, il y a un dialogue qui continue très souvent dans les rêves. Et moi, je rêve beaucoup, comme la plupart des gens, je pense des gens qu'on a aimés, quoi. Mais il y a aussi un dialogue qui se fait les yeux ouverts. Je pense beaucoup à Jean-Pascal Imzande, par exemple, le photographe. Souvent, quand je vois un paysage, etc., je pense à lui, parce qu'il était un grand paysagiste. Ouais. Et je pense évidemment à mon père, je pense beaucoup à mon frère, maintenant, qui a disparu au début de l'année. Et c'est vrai que... Ton livre est dédié à des disparus. Oui. Et puis tu parles aussi de tes amis disparus, d'une manière extrêmement poignante. Et tu dis quelque part... Ouais, tu parles de ton frère, tu dis « Son absence me traverse comme un trou dans la vie ». Donc, et tu dialogues avec ces disparus, avec Mix et Remix? Beaucoup. Tu continues? Beaucoup, ouais. Mix et Remix, c'est curieux parce qu'on était vraiment deux personnes très différentes. Mais on avait une relation intime. C'était presque un de mes meilleurs amis intimes. Et on se connaissait très bien. On n'était pas dupes l'un de l'autre. Il y a une sorte de dureté presque quand on s'aime beaucoup.
on devient assez dur et assez exigeant, là, voilà. Et lui était à la fois drôle et à la fois il y a une personne en lui je suis en train de faire un film sur lui, donc un long métrage et sur notre relation, etc. Donc qui s'appellera Lettre à l'ami. Et donc je pense à lui tout le temps parce que j'écris sur lui, je réfléchis, je discute avec des gens qui l'ont connu, j'enregistre j'ai commencé à enregistrer des témoignages. Donc Mix, il est tout le temps là. Tout le temps là. Mais c'est vrai que cette relation, moi j'aime bien le fait de rencontrer. J'aimerais pas rencontrer quelqu'un qui me ressemble. Ça risque pas d'arriver. Je sais pas. Il y a peu de chance. Alors tu parles beaucoup de toi, toujours, avec une tranquillité déconcertante, et notamment de tes tentatives de suicide. C'est assez rare, les gens qui racontent comment ils ont voulu se suicider à 13 ans, 3 fois. Alors quand j'ai fait l'immense solitude, j'ai compris une chose assez curieuse, c'est que, moi je suis de 1955, j'ai donc beaucoup d'amis de mon âge et tout ça, et puis j'ai rencontré pas mal de dessinateurs, notamment les gens de Charlie Hebdo, de la première génération, donc, et surtout GB, que j'ai très bien connu, et avec qui je suis devenu très ami. Et GB ne comprenait pas que je puisse parler de la douleur, d'une douleur personnelle, que je puisse me raconter. C'était pas son et truc puis, à lui, hein. Au fond, toute cette génération de l'après-guerre ont absolument refusé de parler d'eux-mêmes. Comme ils ont refusé, par exemple, dans la critique littéraire, d'en passer par la biographie. C'est-à-dire que seul le texte comptait. On a eu presque une petite dictature de l'approche d'un auteur, c'est-à-dire vraiment on ne parle pas de sa vie, de ses rapports avec ses parents, etc., de ses blessures, etc. On est dans le texte. Et quand je discutais avec GB et avec d'autres, au fond on parlait jamais de son rapport avec ses parents, de son d'accidents, de douleurs, de décès, de maladies, tout ça. On n'en parlait pas parce que ça ne se faisait pas, quoi. Et moi, je pensais exactement le contraire. Je pensais qu'au fond, c'était d'abord un matériau, c'était le matériau même de la création. C'est l'autobiographie, quoi. C'est-à-dire, il faut toujours partir de soi. Parce que, par exemple, moi je parle de beaucoup d'auteurs, de Pessoa, etc., de Walter Benjamin et tout ça, mais pour moi, c'est une fenêtre ouverte sur les autres, évidemment. J'ouvre une fenêtre, comme en peinture, la peinture est une fenêtre, et en même temps, c'est un miroir. C'est-à-dire, en même temps, voilà, c'est la fameuse phrase de la Renaissance, tout peintre se peint lui-même. Oscar Wilde avait répété cette phrase, et je crois vraiment que, au fond, on devient une forme de fiction. Par exemple, je vais préciser ça, parce que quand je parle de Pessoa, comme vous le savez, a eu jusqu'à 70-80 hétéronymes, c'est-à-dire il s'est construit des identités différentes, avec des dates de naissance, un métier, une vie, etc., même une mort. Donc on connaît les trois principaux qui sont Bernardo Suarez, qui a signé le livre de l'intranquillité. Il y a Alvaro de Campos et puis Ricardo Reis. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est ceux qui ont le plus publié, voilà. Non, enfin, pas publié après sa mort, oui.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que Pessoa avait cette faculté de se démultiplier, se créer des identités, mais puisque tu me dis que j'ai 65 ans, je veux bien le croire, et d'autant plus que, en fait, je m'aperçois qu'en me racontant ma jeunesse, mes voyages, etc., quand j'ai 20 ans, etc., c'est le suicide, tout ça, j'ai affaire à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de la fiction. Je ne me reconnais pas. Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans une vie. On est plusieurs personnes. Et ça c'est la raison pour laquelle j'essaye toujours comment dire, non pas de me rassembler, mais de me disperser. Tu as écrit à propos de Pessoa, Pessoa s'est multiplié pour se sentir, exister en faisant exister, et le livre de l'intranquillité est une confidence sans fin. Et je me suis dit, c'est pas Jacques. Oui, oui, oui. Ben, un livre, c'est confidence. Surtout quand on le prévoit sans fin. Oui. Mais d'ailleurs, moi je dis, oui, pour moi, ce livre n'est pas fini. Mais il s'arrête. Il s'est arrêté, mais il n'est pas fini. Et ça n'a pas d'intérêt qu'il soit fini, d'ailleurs. Oui, tu cites quelqu'un qui dit que les livres ont ni commencement ni fin. Oui. Je ne sais plus qui, mais il y a cette phrase dans ton livre. Tu n'as pas beaucoup parlé encore des voyages, tu en as fait beaucoup. Et c'était toujours dans le but d'écrire et de dessiner, ou c'était d'abord le voyage, puis après c'est sorti, il est sorti des livres? Ça dépend quel voyage, ça dépend quelle époque. Là, il y a donc tout un passage... Tu parles de l'Amérique, là. L'Amérique, je suis parti sur un coup de tête, et j'ai vendu toutes mes affaires, et je suis allé m'établir là-bas, en fait. Donc tu n'étais pas parti pour écrire sur l'Amérique? Non. J'ai pris 2 livres dans une valise, et je suis parti vraiment à l'aventure, quoi. C'est très difficile de vivre une aventure aux États-Unis. Je ne parlais pas l'anglais, en plus. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Oui, comme tu aimes la difficulté, on n'est pas surpris. Oui, oui. Non, mais j'ai rencontré la difficulté, oui. 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 Mais je suis parti aussi dans le Sahara, je suis parti en autostop. Hein. Je suis parti tout seul, et je suis resté 1 an, quand même. Alors, quand tu le racontes, on ne comprend pas que ça a duré 1 an, oui. Mais on comprend que tu es parti pour te suicider. Oui. Puis que tu as changé d'avis grâce aux enfants. J'avais 20 ans, hein, ça excuse. Bon, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont suicidés à 20 ans, hein, oui. Donc c'était pas si original que ça de se suicider à 20 ans. Hein, et j'ai eu des amis très proches, et j'ai un cousin aussi, j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui sont suicidés à 20 ans. Mais c'est vrai que c'était une drôle de période, parce que j'avais 20 ans en 75, et en 74 il y avait de la crise qui a changé vraiment, qui nous a changé profondément, je pense. On ne s'en rend pas compte, en fait. On s'en rend compte bien après que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, que notre insouciance a disparu, que l'insouciance des 30 Glorieuses a disparu en 74. Donc en 75, je pense qu'il y avait un climat, comme aujourd'hui, il y a un autre climat qui est particulièrement oppressant et angoissant, pour d'autres raisons, en fait, pour des raisons très différentes. Mais moi, je suis parti avec cette idée, et c'est vrai que quand... je suis arrivé à Agadez, au Niger, et que je dessinais donc dans la rue, et puis il y avait toujours un attroupement d'enfants très jeunes, et ils riaient tout le temps, ils s'amusaient, ils bavardaient, tout ça. C'était comme on se donnait rendez-vous tous les jours, quoi. C'était extraordinaire. Et quand j'ai vu cette joie de vivre, au fond, j'ai vu ce qu'était, au sens nietzschéen, la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie, quoi? Et là, je me suis dit, finalement, j'ai plus jamais eu même de vague à l'âme, quoi. Je crois que ça va radicalement changer. Je pense que c'est l'Afrique a pour moi été un médicament très puissant. Tu n'as plus de vague à l'âme? Non. Mais des années de mélancolie? Mais pour moi, la mélancolie est un carburant. C'est pas du tout... Je comprends pas la mélancolie comme quelque chose comme la dépression. Je la vois comme le moteur de la création, en fait.
enfin le carburant de la création. Ça a commencé quand à être ton carburant? À Turin, je pense. À Turin, j'ai compris ce que c'était qu'une ville mélancolique. J'ai compris ce que c'était qu'une ambiance mélancolique. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup de gens qui ont travaillé à Turin, qui ont dessiné ou écrit à Turin, à commencer par Pavese, ont ce regard mélancolique. Moi, j'ai découvert à ce moment-là ce que j'ignorais complètement, parce que j'aimais beaucoup le peintre de Chirico, Giorgio de Chirico, et puis je ne savais pas que c'est en allant à Turin qu'il a découvert véritablement sa peinture, quoi, sa peinture métaphysique. Et d'ailleurs, toutes les arcades qu'il y a dans ces tableaux sont les arcades turinoises. Et toute cette puissante mélancolie, il a aussi cette mélancolie vitale, presque vitaliste, on va dire. Et colorée. Colorée, et puis vraiment, oui, encore une fois, c'est son carburant, quoi. C'est pas, il se laisse pas aller, il fait des tableaux, quoi. Il construit des tableaux, il est dans la création, et donc lui parmi d'autres a vu cette ville comme une ville mélancolique, mais dans un sens, je dirais, ouais, vitaliste. Quand tu parles des autres, tu parles de toi. Quand tu dis « se laisse pas aller », la création et le vitalisme, c'est toi, tu continues. Oui. Tu as arrêté le manifeste et tu fais un film. Et tu vas peut-être faire de la peinture. Donc, tu t'arrêtes jamais. Je vois pas pourquoi je devrais arrêter quelque chose. Non, j'ai dit jamais. C'est-à-dire que tu prends pas de pause. Non. La plupart des gens prennent des pauses. Pas toi. Non, mais en plus, j'ai un travail d'éditeur, et puis le travail d'éditeur est très important pour moi, parce que pour le coup, je suis vraiment dans les autres, quoi. Je me plonge dans l'œuvre de quelqu'un, et j'essaye... J'aimerais bien préciser quelque chose, c'est que pour moi, un auteur dont je parle, y compris un artiste que je publie dans les cahiers dessinés, et là, ça permet de comprendre aussi Mixer-Mix. Plus quelqu'un m'est étranger, mais presque incompréhensible, plus je m'intéresse à lui. Et je crois que tous les auteurs dont j'ai parlé, il y a un effet de miroir, mais c'est à travers une étrangeté. C'est pas à travers... Je ne m'identifie pas à ces auteurs. Donc je me vois pas en eux, mais je vois certaines choses, évidemment. Il y a des points communs. Il y a des points communs. Par exemple, avec Pessoa, c'est absolument évident. Oui. Oui, il y a des points communs. Oui. Mais pas d'identification, ça c'est clair. Oui. Mais bon, Pessoa, il faut quand même expliquer en 2 mots qui il est. C'est un employé qui publie pratiquement pas de livres, qui publie 2 livres en anglais, de poèmes, et un livre qui s'appelle Message en portugais, qui est un livre totalement illisible, et très obscur, très ésotérique, volontairement ésotérique. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'amour, qui a une relation très particulière à sa famille. En fait, il y a des biographes qui ont dit qu'il s'est occupé de sa mère jusqu'à la fin. C'est pas vrai, il l'a mis dans une pension, il s'en est débarrassé. Donc, il faut lire attentivement les choses. Et, parce que Pessoa est quelqu'un de presque inhumain, quoi. Mais, à l'instar de plusieurs poètes, là, je lisais Guy Vic, que j'aime beaucoup, qu'on lit malheureusement plus ou pas beaucoup. Je lisais un livre qui est sorti récemment de textes de Robert Walser, qui s'appelle Vie d'un poète, et dans lequel il fait une sorte d'autoportrait aussi. Il y a 2 textes, ce sont des nouvelles, il y en a un texte très court et un autre texte qui est consacré à Hölderlin. Et au fond, c'est exactement le portrait de Pessoa, c'est-à-dire Guy Vic qui dit « j'ai une vie de... » Pessoa était employé de bureau, mais Guy Vic était fonctionnaire.
Et donc il avait un physique, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, avec de breton, de Carnac, avec une grosse barbe, une horrible barbe qui est en collier là. Et puis il ressemblait à un fonctionnaire du Parti communiste, quoi. Et puis Walser dit la même chose aussi, et même en parlant de Hölderlin qui était percepteur. Donc c'est des gens qui ont une vie totalement ordinaire. Et Guy Wick, qui est peut-être, je me rappelle plus s'il est fils ou s'il est d'une famille de marins, mais probablement puisqu'il est breton. Et donc il raconte qu'au fond, toute cette vie ordinaire, cette vie d'employé, de fonctionnaire, il y a une autre vie qu'il appelle les eaux profondes, dans lequel, et d'ailleurs le livre s'appelle « Vivre en poésie », ce qui veut tout dire. Et donc, il dit qu'il y a juste un périscope qui le relie à la vie ordinaire, mais qu'au fond, il vit dans les profondeurs, comme Pessoa, comme Walser, et comme Kafka aussi, qui était aussi un employé. Donc, en fait, il y a beaucoup d'auteurs. Je dis ça parce que c'est très difficile, moi qui ne suis pas un employé, au sens, je ne fais pas un travail banal, le cahier dessinée, ce n'est pas un travail banal, mais tous ces gens qui ont cette double vie, évidemment pour moi, c'est un objet de curiosité, c'est un objet de... C'est passionnant de voir ce dédoublement. Et chez Pessoa, évidemment, c'est plus un dédoublement, c'est une floraison, quoi. On tourne. Est-ce que vous désirez poser des questions, mesdames et messieurs? C'est le moment. Non. Pour l'instant, ils n'ont pas de questions. Moi, j'en ai encore. Tu as parlé de Pessoa, tu as parlé de beaucoup d'écrivains, et sur chacun, tu t'es documenté d'une manière impressionnante pour dire autre chose que ce qui était déjà paru. Alors, comment on fait pour être sûr qu'on a quelque chose à dire de juste et d'important qui n'a pas été dit par les 150 auteurs qui se sont déjà penchés sur Nietzsche ou sur enfin, la plupart des gens dont tu as parlé? Alors, ça dépend des auteurs, mais d'abord, il y a très peu de biographies que je trouve réussies, quoi. Il y en a une d'Hellman sur Joyce, qui est vraiment un travail considérable. Il a passé, je crois, 20 ou 25 ans à écrire cette biographie. Sauf que je trouve qu'il manquait une chose, c'était le rapport de Joyce à sa famille et à l'argent. Je trouve que ça sortait pas, c'était pas si évident dans sa biographie. Je l'ai lu plusieurs fois. Et puis c'est pour ça que j'ai eu envie de... Alors, question intermédiaire, comment tu as fait pour savoir que, puisque personne n'en parle, que le rapport à la famille et à l'argent est important? Ben, d'abord parce que sa fille est devenue folle. Et je me suis demandé pourquoi elle est devenue folle, évidemment. Et puis je me suis demandé comment il vivait, comment il est devenu millionnaire, en fait, sans vendre de livres. Donc ça m'intéressait, son rapport à ses mécènes et tout ça. Donc... le plus évident, c'était Van Gogh, parce que tout le monde a écrit sur Van Gogh. Et moi, j'ai lu des biographies, mais consternantes. Et puis moi, j'ai relu simplement les lettres avec attention, les lettres à son frère et les lettres à sa mère. Et au fond, je me suis aperçu que Van Gogh était un artiste, un être, d'abord très intelligent, intellectuel, qui avait une connaissance philosophique des choses, une connaissance de la littérature en plusieurs langues. Il parlait ou il lisait très bien et l'anglais, et le hollandais, et le français, et l'allemand. Enfin, le hollandais était sa langue, mais il avait une grande connaissance de tout ce qui se publiait. Il avait, en matière d'histoire de l'art, il était absolument incollable. Donc, c'était pas n'importe qui, Van Gogh. C'était pas le fou qu'on a présenté dans les biographies, l'exalté, le maudit et tout ça. C'était quelqu'un qui savait très bien la place qu'il aurait après sa mort dans l'histoire de l'art. Il avait une conscience aiguë de cette place, ce qui lui a permis de ne pas désespérer. Parce qu'encore une fois, moi, je pense qu'il
Il ne s'est pas vraiment suicidé. Je ne suis pas convaincu de ce suicide. Il y a trop d'éléments qui permettent d'en douter, en tout cas. Mais bon, j'ai voulu justement présenter un Van Gogh. Il était vraiment entre Delacroix et puis les fauves et les expressionnistes qui allaient venir après lui. Il savait qu'il était dans cette place-là et qu'au fond, il venait de Monticelli, qu'il était presque une continuité immédiate de Monticelli. C'est son frère en peinture, quoi. Ce qu'on montre pas beaucoup. On montre pas beaucoup le rapport Monticelli-Van Gogh. Donc moi, j'ai eu envie de ça, puis d'expliquer ça. Et puis, comme dessinateur, je pense qu'il a dessiné, quand il a découvert le roseau de Camargue à Arles, c'est-à-dire cette espèce de baguette taillée dans le roseau pour dessiner, mais où on ne peut pas faire un trait très long parce qu'il n'y a pas de réservoir d'encre. Donc on est obligé de faire des traits, des petits points et des petites croix. Donc on peut faire son dessin qu'avec ça. Et c'est en dessinant ces merveilleux dessins qu'il a fait à Arles, qui sont tous à l'encre sépia, pratiquement. Et là, non seulement il a inventé quelque chose dans le dessin, non, il n'était pas le seul à dessiner avec du roseau, mais il a inventé, il a trouvé quelque chose que les Chinois ou les Japonais ne faisaient pas, les Orientaux ne faisaient pas. Et puis, ce trait dur du bois, il l'a transcrit dans sa peinture. Et il a peint autrement. Et donc, les peintures d'Arles et les peintures d'Auvers-sur-Oise ne sont pas du tout les peintures de Paris ou de la Hollande. Et donc, voilà, c'est des questions comme ça que je me pose, parce qu'il me semble qu'on n'a jamais insisté là-dessus, ou on l'a à peine évoqué, toutes ces choses-là, entre autres. Hein, et je voulais évidemment montrer après tous les rapports avec sa famille, avec sa mère, avec son père, la complexité, comment il était rejeté, etc. Comment on construit, comment quelqu'un se construit, en fait. Et encore une fois, par rapport à ma génération qui, dans les années 70, refusait l'aspect biographique, pour moi, ça me paraît une absurdité, parce que c'est passionnant de savoir comment quelqu'un se construit. Et c'est parce qu'il se construit de telle et telle manière qu'il va s'exprimer de telle et telle manière. Il y aura un lien évident. Et donc, dans la plupart des biographies, je trouve que, voilà, il y a des biographies magnifiques, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y a une très belle biographie de Nietzsche en 3 volumes qui est écrite par Jans. Et cette biographie, pour moi, est un modèle, mais ce n'est pas un universitaire qui l'a écrite, c'est un musicien. Donc c'est quelqu'un qui a approché Nietzsche par le regard de la poésie et de la musique. Et le mot-clé, c'est autrement pour toi. Oui. Toujours. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez vous lever et parler très fort pour qu'on vous entende, s'il vous plaît? Je ne comprends pas très bien, non? Oui, je suis éditeur, oui. Si le fait d'être éditeur vous permettait de publier autrement sous une autre identité, vous parliez avant de certains de vos amis, voilà, on écrit sous différents noms. Oui. Si le fait de pouvoir écrire sous un autre nom vous permettrait d'exprimer d'autres idées, peut-être même en allant même jusqu'à autrement, c'est-à-dire sortir du dessin et de l'écriture, je sais pas. Oui, mais moi, j'écris pas sous... Faire du cinéma. Oui, mais j'écris pas sous un autre nom, moi. T'as pas d'hétéronyme? Oui, c'est une question. Oui. Non, mais je regrette parce que je... Vous avez déjà un nom cinéaste. Oui. T'as pas d'hétéronyme. Et tu vas pas en avoir. Mais comme tout le monde, on a toujours eu plusieurs noms dans sa jeunesse, quoi. Oui, mais maintenant. Non, c'est pas Jacques et pas Jacques. Oui. D'autres questions, monsieur? Vous avez étudié Pessoa. Quel éditeur? Parce que comme il y a 2
par une autre personne, c'est pas le même livre. Est-ce que pour Pessoa, il faudrait lire les deux livres, les deux versions? Du livre de l'inquiétude, vous voulez dire Par exemple, ou ouais. d'autres livres pour que finalement on ait une sorte de mise en abîme comme Pessoa proposait? Alors, moi j'ai découvert Pessoa quand j'avais une vingtaine d'années à peu près, et il y avait très peu de livres en français. Il y avait un livre chez Gallimard, de Alvaro de Campos, il y avait un livre, Le gardeur de troupeaux, chez Gallimard aussi, de la collection blanche, et il y avait un livre, je crois, chez Ebel. Et donc c'était déjà des traductions très différentes les unes des autres. Et c'est vrai qu'après, moi j'ai plusieurs éditions alors je lis... Là, je me suis beaucoup... récemment, on a publié en Pléiade toute la poésie, enfin, à peu près toute la poésie. Et je me suis plutôt basé là-dessus. Je vais prendre un exemple. Il y a un poème que j'aime énormément, qui était longtemps traduit comme Les tripes à la mode de Caen. Et en fait, c'est un poème où Pessoa rentre dans un restaurant et il demande de l'amour. Il demande pas de l'amour, il demande l'amour. Et on lui apporte des tripes, dans la première traduction, à la mode de Caen, et des tripes froides. Et il proteste et il dit, mais l'amour, ce sont des tripes chaudes. Donc c'est une espèce de dispute avec le serveur, avec le restaurateur. Mais la nouvelle traduction en Pléiade, c'est les tripes à la mode de Porto. Voilà. Et dans l'original, c'est Porto. Donc pour moi, voilà, c'est un exemple d'une traduction. Je trouve que c'est beaucoup plus juste de traduire. Ça, c'est effectivement tripe à la mode de Porto, mais c'est une liberté, comme d'avoir dit, à la mode de Caen. C'est quand même une liberté assez curieuse, quoi. Et après, sur certains auteurs, je lis par exemple, quand j'ai travaillé sur Pavese, j'ai lu en italien. Et je parle très mal l'italien, mais je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait tout retraduire. Donc, dans l'immense solitude, et Nietzsche et Pavese sont des traductions originales que j'ai fait un avec ma mère et l'autre avec une amie. Parce que je n'étais pas content de ces traductions, et c'est vrai que avec Pavese, les traductions françaises, on perd énormément de l'âpreté de sa langue. Parce qu'en fait, il écrivait beaucoup en dialecte piémontais, et on en a fait une langue très lisse, très conventionnelle. C'est très mal traduit, quoi. Et Pessoa, j'ai essayé de lire dans différentes traductions, mais je l'ai assez peu cité aussi, hein. Justement, je me suis dit, c'est un peu comme Marina Tsvetaeva, j'ai évité de faire trop de citations parce que je sais que Marina Tsvetaeva est absolument intraduisible. Donc c'est un obstacle important, donc j'ai essayé de parler autrement de Tsvetaeva. Et des poètes, les poètes, c'est vraiment difficile d'être dans une traduction convenable, quoi. Monsieur. Est-ce que j'ose vous demander d'enlever votre masque un instant? Il me semble que vous nous avez dit que vous alliez à l'encontre de l'identification. Oui. Que d'autres, c'est un peu étrange, c'est un peu vulgaire, je trouve comme ça. D'un autre côté, vous dites que vous êtes très passionné par la biographie. Je me demandais si votre créativité, comment vous pourriez parler de votre créativité, elle va à l'encontre ou elle va dans l'intimité de celle de votre père? De mon père? Ouais. Question difficile. Ça va à l'encontre. Je dirais mon père, il était porté par une époque. Et cette époque, c'était encore une fois l'après-guerre. Lui était à Strasbourg pendant la guerre, il a énormément souffert de l'occupation allemande, parce qu'on obligeait les gens
tous les Alsaciens à ne plus parler le français. On les obligeait à parler uniquement en allemand, même pas en alsacien. Et donc la répression était très, très féroce. Et souvent d'ailleurs, les soldats allemands ont témoigné en disant que la résistance passive des Alsaciens était pour eux absolument terrifiante, quoi. Et donc mon père, sa créativité, elle est vraiment comme une sorte de volcan qui était éteint, apparemment éteint pendant toute sa jeunesse. Et puis il a eu cette possibilité. Moi, je suis très frappé de voir que tous les amis de mon père, et Dieu sait s'il avait des amis, étaient tous ils étaient tous dans le même état d'esprit, quoi. Et c'était des gens dans des milieux très différents. Aujourd'hui, c'est très... Aujourd'hui, je dirais que on se voit plus par affinité voilà, moi, je vois plutôt des dessinateurs ou des peintres. Mon père, il voyait des physiciens, des astrophysiciens, des imprimeurs. Il y avait une sorte de communauté d'esprit des musiciens. Il était très en rapport avec la musique, avec les chefs d'orchestre, avec des compositeurs, puis il a connu des gens importants, des écrivains, des poètes, etc. Il y avait toute une sorte de galaxie de gens, et tout le monde, tous ces gens étaient animés par le désir de dire quelque chose qui avait été longtemps comprimé et refoulé, quoi. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Moi, je pense que, pour parler de ce que je fais, je suis très solitaire, parce que la forme des livres que j'utilise, je ne suis pas tellement en relation avec des romanciers, j'ai pas les mêmes problèmes, c'est très différent, je suis un peu tout seul, quoi. Je fais pas de la bande dessinée, je fais pas ci, je fais pas ça, donc je suis très seul oui, j'arrive pas à me comparer à ce qu'a vécu mon père, et je suis très envieux de ce qu'il a vécu, parce que je trouve que cette époque, tout le monde se replie un peu sur soi-même. En plus, avec nos masques, on est vraiment en nous-mêmes. Madame, et c'est la dernière question parce qu'on doit laisser la place bientôt et il faut que tu puisses dédicacer. Oui. Comment vous faites pour découvrir le monde russe? Est-ce que vous avez fait de longs séjours à Moscou, à Pétersbourg? Est-ce que vous avez tout lu Bulgakov, Tolstoï, etc. Comment vous faites? Alors, moi, j'ai la chance de vivre avec ma compagne qui est ici, qui est traductrice de russe, et qui est mi-russe, mi-française. Et donc, je suis parti nous sommes partis sur les traces de Tsvetaeva. C'est-à-dire qu'on a été partout, enfin partout, presque partout, les endroits en tout cas principaux où elle a été, c'est-à-dire où elle a grandi, où elle avait sa datcha, enfin la datcha de la famille. Après, on était où elle a connu son premier amour, à Koktebel en Crimée. Après, il y a la Bouga où elle s'est donné la mort. Donc, on a fait un voyage initiatique, quoi, en fait. Mais moi, j'ai pas une grande culture russe, pas du tout. Alors, mais Tsvetaeva m'a toujours plu. Je sais pas pourquoi, même si c'est intraduisible, mais j'ai toujours eu. Parce qu'elle est intraduisible. Parce qu'elle est intraduisible, peut-être. Mais après, quand j'ai préparé le livre, j'ai eu en tout cas deux révélations. La première, c'est la lecture des 1000 pages de ces carnets, ces cahiers, qui sont pour moi, voilà, comme carnet d'écrivain. Voilà, je place ça très au-dessus de tout. Et puis son fils, Moore, qui est mort très jeune, juste après elle, qui est né donc en Tchécoslovaquie et puis qui a grandi en France, dans la banlieue parisienne, et qui après est retourné voir son père, enfin qu'il n'a pas trouvé puisqu'il il était déjà emprisonné, et qui est retourné avec sa mère en URSS en 1940. Et il a écrit un journal sous le nom de Efron, le nom de son père. Et il a écrit un journal qui doit faire 800 pages, un truc comme ça.
et d'un enfant quoi, de 14 ans qui a une connaissance de la littérature et française et russe, et qui découvre vraiment l'URSS dans ces années, et puis les bombardements et tout ça. Et pour moi, c'est un des livres les plus... Il venait de paraître quand j'ai fait mon livre, et donc ça a été pour moi une source exceptionnelle. Donc voilà, je connais peu de choses, mais ce que je connais, je l'apprécie énormément. Alors j'ai lu à peu près tout ce qu'on pouvait lire sur Tsvetaeva, à peu près en français. Hein. Il y a beaucoup de choses. On a la chance d'avoir des éditeurs qui durant ces 10 dernières années, ont publié beaucoup de documents sur elle, de nouvelles traductions. Donc on a un matériau important, quoi. Après, j'ai lu un petit peu, oui, j'ai lu certaines personnes qu'elle a, Pasternak, etc. Mais je me suis concentré sur elle, quoi. Oui. On va s'arrêter là. Les livres sont au fond. Oui. Frédéric est ici. On le remercie de nous avoir généreusement fait entrer dans cet atelier qui n'existe pas. Merci beaucoup.